Tu es bel et bienvenue, Ayana. Comme je l'ai déjà dit, je croyais simplement rendre service à un ami en hébergeant temporairement sa sœur dans ma chambre d'amis, le temps qu'elle retrouve son équilibre. Pourtant, dès l'instant où Lena est entrée chez moi, encore sous le choc d'une rupture douloureuse et portant un chagrin plus profond que ses bagages, mon chez-moi a cessé de me ressembler. Chaque conversation nocturne, chaque repas partagé, chaque regard silencieux m'attirait. Le plus surprenant, c'est que je n'avais aucune idée de la tournure que cela prendrait. Si vous croyez pouvoir prédire l'issue, vous vous trompez. Alors que je créais le logo d'un restaurant, mon téléphone a vibré. Le nom de Ryan est apparu à l'écran. J'ai failli le laisser tomber sur la messagerie. D'habitude, ces messages sont courts. Et lorsqu'il appelle, c'est signe de problème. Ethan, a-t-il commencé avant que je puisse parler? J'ai besoin d'un service considérable. Absolument. C'est exactement ce que tout homme désire en plein mardi après-midi. Ai-je plaisanté? Je me suis adossé à ma chaise et me suis massé les yeux. Cela concerne Lena. Cela fait environ 2 ans que je n'ai pas vu Lena. C'était la petite sœur de Ryan qui nous suivait partout dans le quartier quand nous étions enfants, souvent avec un appareil photo ou un encas original qu'elle voulait nous faire goûter. Dernièrement, je n'ai entendu parler d'elle que par Ryan. Elle a rompu avec ce petit ami autoritaire dont j'ai parlé plus tôt. Ça n'a pas été facile. Il continue de la harceler, rôdant devant son appartement, la bombardant de SMS et l'attendant dans sa voiture comme un harceleur. Je lui ai suggéré de prendre des vacances, mais elle n'a nulle part où aller. Pendant les 2 prochaines semaines, je serai de garde, donc elle ne pourra pas rester chez moi. Mon appartement est petit de toute façon. Tu as une chambre libre. Elle pourrait habiter temporairement chez toi en attendant que les choses s'améliorent. J'ai regardé le mur un instant, visualisant mon appartement paisible, mon bureau près de la fenêtre et mes routines bien établies. Ryan, je travaille à domicile et je préfère la tranquillité, ai-je répondu. Mais elle ne dérangera pas ton espace. Je comprends ton choix. Tu as juste besoin d'un espace sûr pour elle. Je compte sur toi. Cette affaire est importante. Combien de temps cela va-t-il prendre? Seulement 15 jours, peut-être moins. Tu fais déjà tes valises? Il y eut un bref silence. Affirmatif. Elle est peut-être en route. J'entendais un léger bruit de circulation au téléphone. Ryan, tu aurais dû... Je te dois beaucoup, mon ami. Il raccrocha sans laisser de place à la discussion. Posant mon téléphone, j'inspectais mon appartement. La chambre d'amis était principalement un espace de rangement. Un lit était présent, mais caché sous des cartons et des œuvres d'art enroulées. M'écartant de mon bureau, je commençais à ranger. Lorsqu'on frappa à la porte, j'avais fourré le dernier carton dans mon armoire. En ouvrant, Lena se tenait là, avec 2 valises et un sac de voyage. Elle semblait avoir changé depuis notre dernière rencontre. Ses cheveux étaient légèrement coupés courts et ses yeux laissaient apparaître des signes de fatigue, mais ils brillaient encore d'impatience, comme si elle visualisait déjà la prochaine photo qu'elle comptait prendre. Me saluant, elle ajusta le sac de sport sur son épaule. « Je suis désolée pour le préavis de dernière minute, dit-elle. Je m'écartai pour la laisser entrer. Ryan m'a dit que tu t'apprêtais à partir, il n'a pas mentionné que tu étais déjà dans ta voiture. Elle me répondit par un petit sourire. Eh bien, j'ai pensé qu'il valait mieux partir au plus vite. Elle fit rouler ses bagages à l'intérieur et soupira. Il était de nouveau dehors ce matin. Je me suis senti incapable de supporter plus longtemps. J'ai fermé la porte et verrouillé la serrure. Tu es en sécurité ici. Ses épaules se détendirent légèrement et je remarquai sa pâleur. Merci, vraiment. Je comprends que ce ne soit pas ce à quoi tu t'attendais pour ta semaine. Ce n'est pas idéal, mais je peux me débrouiller. As-tu faim? Elle secoua la tête. Je suis juste fatigué. Je la conduisis à la 2e chambre. Le lit était dépourvu de tout, à l'exception d'une couverture pliée. Elle posa ses sacs et s'arrêta pour examiner les lieux comme si elle cherchait sa place. Je vais chercher du linge. Tandis que je le récupérais dans l'armoire à linge, elle se dirigea vers le salon. Je l'entendis vaguement depuis une autre pièce. « C'est toujours ton canapé ?»« Oui, il est si confortable, » répondis-je. Après avoir installé son lit, elle s'assit sur le bord et caressa doucement la couverture. « C'est très gentil à toi. Je sais que Ryan a arrangé ça d'un coup. Il l'a fait. Mais je ne te laisserai pas seule avec cet homme. » Son regard croisa brièvement le mien.
La gratitude était visible, mais la prudence aussi, comme si elle hésitait encore à relâcher sa vigilance. Le reste de la journée se déroula paisiblement. Je retournai à mon bureau, et elle rangea ses affaires dans sa chambre. De temps en temps, j'entendais son téléphone vibrer puis se taire. Elle choisit de ne pas répondre. Vers 6 heures, je décidai de préparer le dîner. Elle n'est pas très douée pour la cuisine, mais les pâtes sont faciles et bien préparées pour elle. Apprenant que le dîner était prêt, elle est apparue vêtue d'un sweat à capuche et d'un legging, les cheveux attachés. Elle semblait moins tendue qu'à son arrivée. « Ça sent bon », a-t-elle commenté. Nous avons dîné à la petite table près de la fenêtre. Elle m'a posé des questions sur mon travail et j'ai partagé les détails du projet de logo. Elle avait quitté son poste de marketing il y a 1 mois pour se consacrer à la photographie. Une décision à la fois excitante et stressante en raison du manque de revenus réguliers, a-t-elle révélé en grignotant. Elle a mentionné avoir accepté des missions en freelance et enrichi son portfolio. Mais récemment, des imprévus sont survenus, bouleversant ses plans. « Quels sont tes projets d'avenir ?» ai-je demandé. Elle a haussé les épaules avec nonchalance. « Trouver un nouvel appartement, continuer ma photographie, éviter qu'une relation ratée ruine tout ce que j'ai accompli. » Son ton était posé, mais une pointe d'anxiété était perceptible. J'ai choisi de ne pas insister davantage. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle pendant qu'elle préparait le thé. Elle s'est dirigée vers ma bibliothèque et a commencé à parcourir les titres. « Tu es toujours absorbé par les livres documentaires ?» ai-je demandé. « Surtout, » ai-je répondu. « Tu pourrais t'essayer à la fiction un jour. Ça peut stimuler la créativité. » Un bref regard a été échangé entre nous, et pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à la fille que j'avais connue auparavant. Dans ma chambre, répondant à des emails, j'ai entendu son rire discret provenant du salon. Cela m'a momentanément interrompu. Elle regardait une vieille rediffusion de sitcom, emmitouflée sous une couverture. Je ne l'avais pas entendu rire à son arrivée. Alors que je me préparais à aller me coucher, l'appartement m'a semblé différent. Pas désagréable, simplement différent. Le silence qui me réconfortait auparavant était maintenant empli des doux bruits des mouvements de Léna et des craquements occasionnels du canapé lorsqu'elle s'est ajustée. J'ai été frappé par la rapidité avec laquelle la présence d'une autre personne pouvait transformer l'atmosphère d'un lieu. Au lit, je repensais à l'appel de Ryan, me rappelant comment Léna s'était visiblement détendue lorsque je lui ai assuré qu'elle était en sécurité. Je repensais à toutes les fois où elle s'était convaincue ces derniers temps, me demandant si elle y croyait vraiment maintenant. J'essayais de me convaincre que ce n'était que temporaire, peut-être 2 semaines, voire moins. Elle se rétablirait, trouverait un nouveau foyer, et la vie reprendrait son cours normal. Pourtant, tandis que je m'endormais, la pensée lancinante persistait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, accueilli par l'odeur du café. En entrant dans la cuisine, Léna se tenait près du comptoir, feuilletant son téléphone. Elle leva les yeux et m'adressa un léger sourire. « Bonjour, dit-elle. J'en ai fait un peu plus. Merci, répondis-je en acceptant une tasse. Tu es debout tôt. J'ai peu dormi, concéda-t-elle. Je n'arrête pas de penser à quel point c'est étrange d'être ailleurs. On dirait une autre vie. Ce sentiment résonnait plus que je ne voulais l'admettre. Nous avons discuté un moment pendant qu'elle sirotait son café, et j'ai remarqué qu'elle laissait l'écran de son téléphone baissé sur le comptoir. En milieu de matinée, j'étais de retour à mon bureau tandis qu'elle rangeait son matériel photo dans le salon, retouchant des photos sur son ordinateur portable. Elle travaillait en silence, marmonnant parfois pour elle-même. Il était facile d'oublier son objectif jusqu'à ce que son téléphone vibre à nouveau, la faisant se raidir. Elle le regarda, appuya sur un bouton et l'éteignit. Je gardai les yeux rivés sur mon écran, mais je ne pus m'empêcher de l'observer. Je me persuadais que c'était parce qu'elle était la sœur de mon ami, et je m'étais juré d'assurer sa sécurité. Mais au fond de moi, je savais que c'était déjà plus complexe que ça. Je me réveillai au son de la pluie contre les fenêtres et au léger cliquetis des touches du salon. Léna était déjà devant son ordinateur, retouchant des images avec l'intensité de quelqu'un qui s'est fixé une échéance personnelle. Je préparai du café et lui offris une tasse. Elle me remercia et me dit qu'elle n'avait pas bien dormi. Je choisis de ne pas lui demander pourquoi. La cause persistait entre nous, exprimée ou non.
Nous avons reposé son téléphone, face contre terre, et j'ai observé comment ses épaules se détendaient, après une minute sans vibration. Je voulais me plonger dans mon travail, car je devais terminer une ébauche de logo avant la fin de la journée. Un client qui avait tendance à envoyer des messages cordiaux, qui faisait me penser au tic-tac d'une horloge. Un designer apprend à ignorer les distractions, mais la présence d'un nouveau venu bouleverse le cours d'une journée. J'ai détecté des bruits doux, caractéristiques des espaces habités. Le claquement d'une cuillère sur le bord de sa tasse, le clic de son étui d'appareil photo et le souffle étouffé lorsqu'un fichier s'est enfin exporté. Ces sons étaient insignifiants pour moi. Au contraire, ils ont orienté mon esprit vers un rythme plus régulier. À midi, j'ai proposé que nous allions faire les courses. Le temps était passé de la pluie à une brume épaisse, donnant aux rues un air fraîchement lavé. Elle est allée chercher son manteau et son appareil photo argentique vintage, celui qu'elle possédait depuis le lycée. Elle a mentionné qu'elle aime capturer quelques images lors de journées médiocres, ni bonnes ni mauvaises, simplement authentiques. L'ascenseur empestait la lessive. Notre gérante d'immeuble nous a fait signe dans le hall. Je comprenais que ce n'était pas une promenade habituelle après le travail. J'avais l'impression de faire l'école buissonnière, sauf que j'avais l'approbation du professeur, moi en l'occurrence. Dans le magasin, nous nous déplacions comme des habitués qui connaissent bien son agencement. Je choisissais les fruits et légumes, elle prenait les produits du garde-manger. Elle me demandait si j'étais plutôt sauce marinara ou sauce crémeuse. J'ai avoué réchauffer les restes. Elle a ri, puis a ajouté des tomates fraîches et du basilic à notre chariot, insistant sur le fait que nous pouvions faire mieux. J'ai observé ses coups d'œil rapides à son téléphone à chaque allée avant de le cacher. J'ai maintenu un rythme régulier, lui laissant le choix de la vitesse de déambulation. À la caisse, elle a admis se sentir normale, pour la première fois depuis des semaines. Les mots étaient simples, mais ils ont résonné profondément. Je l'ai assuré que la normalité est toujours bienvenue ici. De retour à la maison, nous avons cuisiné ensemble. Elle écrasa des gousses d'ail sur le tranchant d'un couteau, démontrant une technique d'épluchage plus rapide. Tandis que je râpais du fromage, m'abstenant de grignoter excessivement, je respirais l'arôme des tomates mêlé à un parfum de renouveau. Nous dînâmes à la table, près de la fenêtre, la ville s'effaçant doucement. Elle me fit part de son ambition de réaliser une série de portraits mettant en scène des personnes ordinaires dans des lieux du quotidien. Des baristas, des promeneurs de chiens, des cireurs de chaussures près des arrêts de transport, une grand-mère qui nourrit quotidiennement les oiseaux dans le parc. Son objectif était de mettre en valeur des visages méconnus, qui contribuent significativement au fonctionnement de la communauté. Je lui ai exprimé mon appréciation pour ce concept, et elle m'a demandé si je pouvais l'aider à concevoir un site web pour le projet, une fois les images prêtes. J'ai accepté, et son frère m'a ensuite envoyé un texto pour s'assurer que tout se déroulait bien. Il s'enquit de l'avancement du projet, ce à quoi je répondis affirmativement, et envoyai une photo du plat de pâtes qui semblait plus appétissant dans son bol que prévu. En retour, il a répondu avec un pouce levé et une promesse de passer le week-end. Léna a présenté son message, provoquant un sourire, mais révélant la tristesse cachée sous un sourire qui surgit lorsqu'on regrette l'absence de courage. Après le dîner, elle est partie contacter un propriétaire pour un studio potentiel. Je l'ai entendu laisser un message vocal cordial. À son retour, elle m'a confirmé que le logement était déjà occupé, l'air imperturbable. Elle a reposé son téléphone et m'a demandé si je souhaitais voir quelques-unes de ses œuvres. Nous nous sommes installés sur le canapé, son ordinateur portable entre nous. Elle a exposé une collection de photos d'un modeste défilé en ville, des enfants à vélo et des drapeaux en papier, ainsi qu'un homme jetant des bonbons depuis un camion à plateau. Les images manquèrent de grandeur, mais la lumière du soleil créait une ambiance qui imprégnait chaque sujet d'une qualité narrative. Je l'ai reconnue, ce à quoi elle a répondu, que son ancien superviseur à l'agence de marketing réclamait des couleurs plus vives et des sourires plus larges. Après un certain temps, elle a accepté que ce n'était pas son style. Elle recherchait plutôt des moments de tranquillité et de subtilité. Je l'ai encouragée à persister dans cette voie. Les heures s'écoulaient inaperçues à la tombée de la nuit. Un vent violent balayait la pièce, projetant un voile sombre sur les bâtiments. J'étais absorbé par la rédaction d'un email lorsque les lumières ont clignoté de manière erratique. Quelques instants plus tard, notre appartement a plongé dans un silence paisible. Il y avait eu une panne de courant. Je me suis aventuré dans le couloir.
le trouvant tout aussi sombre. Léna était postée dans la cuisine, lampe de poche allumée sur son téléphone, et m'a demandé si j'avais des bougies. J'en avais, cachées pour une lumière romantique rarement utilisée. Nous les avons disposées stratégiquement dans la pièce, la baignant d'une douce lueur ambrée. Dehors, le vent soufflait sans discontinuer, comme un souffle constant. Nous avons grignoté des pommes et des crackers, échangeant des anecdotes triviales, n'ayant pas grand-chose d'autre à nous occuper. J'ai raconté la fois où Ryan et moi avons essayé de construire une rampe pour vélo, et où j'ai atterri si violemment que je me suis juré de ne plus jamais faire de cascade. Elle rit, et se remémora cet été-là. Elle se remémora son premier appareil photo, un jetable, et ses larmes quand le magasin égara la pellicule. Elle m'a rappelé que sa mère me conseillait de reprendre une photo si elle avait une telle importance, peut-être même de l'améliorer au passage. Elle partage ce sentiment aujourd'hui. Parfois, elle prend une autre photo, et d'autres fois, elle saisit une nouvelle opportunité. Son téléphone vibrait sur la table, la crispant. Elle choisit de le laisser vibrer. On aurait dit quelqu'un qui se prépare à une vague qui ne s'abattra pas sur elle cette fois. Le vent dehors se calma et les gouttes de pluie claquèrent contre la fenêtre comme au matin. Elle s'enfonça davantage dans le canapé, fermant les yeux. Elle me confia son malaise de se sentir insignifiante. J'avouai comprendre ce sentiment. Elle semblait sceptique quant à mon empathie. Alors je lui racontai ma relation précédente, et comment elle s'était vite évanouie après une première brillante. Je lui expliquai que je me sentais à la fois stupide et prudente, comme une main au-dessus d'un poêle brûlant. Elle écouta attentivement, et fit remarquer que nous étions peut-être toutes les deux légèrement brûlées. Le courant fut rétabli dans un claquement de doigts. Le réfrigérateur ronronna, nous faisant sursauter tous les deux. On aurait dit que nous avions fait une sieste sans nous en rendre compte. Elle remarqua que l'appartement paraissait maintenant excessivement lumineux. J'approuvai. Nous laissâmes quelques bougies allumées et éteignîmes les plafonniers. Cela créa un sentiment de sécurité dans la pièce. Elle me remercia pour la tranquillité, les pâtes et le fait de ne pas trop insister. Je lui dis qu'être ici n'avait rien à voir avec les performances. Elle hocha la tête et se dirigea vers sa chambre. Je rangeai les trognons de pommes oubliés, songeant à la rapidité avec laquelle les petites routines naissent quand deux personnes habitent un même espace. Les 2 jours suivants prirent un rythme. Je travaillais le matin porte ouverte, et elle montait sur le canapé, la musique à un volume chuchoté. Nous échangeâmes instinctivement les tâches du déjeuner. Un jour, je préparai un croque-monsieur non brûlé, un exploit personnel. Un autre jour, elle prépara une salade, prouvant que la simplicité peut être délicieuse si on l'assaisonne bien. En fin d'après-midi, nous flânions dans le quartier pour nous vider l'esprit. Elle prenait des photos de choses inattendues. Un panier de basket sans panier sur le terrain, un chien assoupi sous une chaise de café, une publicité d'arrêt de bus au bord recourbé. Elle avait le don de dénicher des moments de tendresse humaine, au milieu d'angles difficiles. Jeudi, j'ai eu une visioconférence avec un client. Il s'est montré courtois, mais a exigé des modifications au-delà de mes attentes, une nouvelle palette de couleurs, une police plus large, le genre de suggestion qui impliquait une refonte complète. À mesure que les suggestions s'accumulèrent pendant l'appel, ma mâchoire s'est crispée. À la fin, je fixai l'écran comme si cela m'avait offensé. Léna m'a interrogé sur l'incident. Je lui ai fait part de ma situation difficile. Elle a examiné le design sur mon écran et m'a suggéré que, bien que solide, il pourrait être plus efficace si j'abandonnais le concept initial. Elle m'a proposé de créer une maquette rapide en utilisant des textures de notre appartement, comme le grain de la table à bas manger, ou le motif du jeté de canapé gris. Nous avons intégré une texture douce et chaleureuse à l'arrière-plan de notre logo. J'ai remplacé la police par une police arrondie, lui donnant une touche personnelle. Contre toute attente, nous avons envoyé le concept révisé au client. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. Il l'a adoré, utilisant le mot « adorer » à 2 reprises. Mes épaules se sont détendues, la tension s'est dissipée. Je l'ai félicitée, lui disant qu'elle était douée. Elle m'a répondu que c'était une réussite collective. Ses yeux brillaient, et pas seulement son sourire, témoignant d'un bonheur sincère. J'ai réalisé qu'elle n'avait pas eu l'impression d'avoir eu un impact positif depuis un bon moment. J'étais heureuse qu'aujourd'hui ne soit pas un de ces jours. Ce soir-là, nous avons reçu un message de Ryan.
Il comptait nous rendre visite samedi après son service du matin, apportant des bagels. J'ai convenu que des bagels semblaient délicieux. Il a également mentionné qu'il voulait s'assurer que sa sœur allait bien, laissant entendre qu'il passerait. Je l'ai rassuré. Léna parcourut les messages, exprimant une légère incrédulité quant à la partie concernant le bien-être. Mais je perçus aussi du soulagement. La famille, elle est un ancrage. Malgré ses contraintes occasionnelles, on est reconnaissant de sa présence. La journée se déroula tranquillement, jusqu'à ce qu'elle s'arrête brusquement. Nous étions tous les deux à l'intérieur lorsqu'on frappa à la porte en fin d'après-midi. 3 coups brefs résonnèrent dans la pièce. Je jetai un coup d'œil à Léna. Elle nia d'un hochement de tête et murmura qu'elle n'attendait pas de visite. Je me dirigeai vers la porte et observai les personnes dehors. Il s'avéra que c'était notre gestionnaire d'immeuble. En ouvrant la porte, il nous informa d'un petit problème de plomberie à l'étage inférieur et que l'entretien devait inspecter notre évier. Je le laissai entrer, et peu après, l'agent d'entretien le suivit avec sa trousse à outils. Il regarda autour de lui comme s'il cherchait une explication. Il testa l'eau, inspecta les canalisations et déclara que tout allait bien. 10 minutes seulement s'écoulèrent. Rien de bien important ne s'était produit. Cependant, durant ces 10 minutes, j'ai observé Léna surveiller attentivement l'entrée. À sa fermeture définitive, elle a respiré. J'ai découvert que même un simple coup de fil était devenu une source d'anxiété pour elle. Je me suis enquise de son bien-être, ce à quoi elle a répondu qu'elle allait bien, mais qu'elle en avait assez de considérer les portes comme des menaces potentielles. Je l'ai assuré que dans notre appartement, une porte ne sert qu'à exclure les indésirables. Ce soir-là, nous avons opté pour une pizza, car la semaine semblait interminable. Nous avons regardé une série où les protagonistes prononçaient systématiquement des phrases appropriées aux moments opportuns. Cela lui procurait un sentiment de réconfort, même si cela ne ressemblait qu'aux guerres à la réalité. À la fin de l'émission, elle a abaissé le volume et a mentionné qu'elle devait lui révéler quelque chose. Elle a révélé que si les messages de son ex avaient diminué, ils n'avaient pas complètement cessé. Elle l'avait bloqué sur différentes plateformes, mais il parvenait toujours à la joindre par le biais de nouveaux contacts, de proches ou de connaissances, ou en poursuivant sans relâche quelqu'un qui considère votre vie comme son domaine. Elle m'a informé qu'elle avait déposé plainte pour harcèlement. Elle a également confié que l'agent s'était montré compréhensif et lui avait conseillé de tenir un registre. Elle conservait une trace de ses notes, heures, dates, bref résumé poli d'interactions indésirables. Elle avoua détester que son téléphone soit un classeur. Je suis resté silencieux, au lieu d'essayer de résoudre le problème. Je lui ai dit que j'étais fier d'elle pour avoir pris les mesures nécessaires. J'ai suggéré que nous installions une caméra de surveillance compacte dans le couloir si elle le souhaitait, juste pour la rassurer. Elle a réfléchi et a dit « peut-être ». Elle exprimait son malaise d'être cataloguée comme une affaire. Au lieu de cela, elle aspirait à se sentir comme une personne qui prépare le dîner, rit aux blagues ringardes et retouche des photos depuis le canapé au coin qui grince. Je lui ai confirmé que c'était exactement ce qu'elle était ici. Elle s'est tue. Ensuite, elle a remercié doucement, en disant plus que ce que le mot impliquait. Samedi, un ciel radieux et l'arôme du café du magasin de bagels voisin emplissaient l'air. Ryan est arrivé avec son attitude fraternelle, mêlant inquiétude et humour. Il a serré Léna dans ses bras un instant de trop, l'a libérée et s'est enquise de notre bien-être. J'ai répondu que nous allions bien. Il observa les alentours tel un entraîneur scrutant le terrain. Il s'enquit de la qualité du sommeil de Léna, à laquelle elle répondit qu'il s'était amélioré, mais qu'il était encore loin d'être idéal. Il reconnut cela comme un progrès. Nous nous régalâmes de bagels au fromage frais, tout en nous demandant si le raisin sec à la cannelle était un sacrilège au petit déjeuner. Une camaraderie décontractée régnait dans la pièce. Pendant un court instant, la vie sembla simple. Après le départ de Ryan, notre routine reprit dans l'appartement. Le soleil de l'après-midi illuminait le sol. Je me retirai à mon bureau, et Léna à son ordinateur portable. 1 heure plus tard, j'entendis un faible « Oh !» au bout du couloir. En approchant de sa chambre, je lui demandai si elle avait besoin d'aide. Son regard semblait moins radieux. Elle me révéla avoir reçu un message d'une connaissance commune de son ex. Bien que non menaçant, il l'importunait au point de l'épuiser. Elle avoua se sentir ridicule de s'être laissée déstabiliser par quelques mots. Je lui ai expliqué que des gouttes incessantes peuvent épuiser n'importe qui, pas seulement les plus stupides.
J'ai comparé cela à la façon dont les rochers sont sculptés par l'eau, et non par le feu. Elle a brièvement sollicité ma compagnie, alors je lui ai obéi. Notre conversation a été brève. Pendant un moment, elle a parcouru des photos, puis a fermé son ordinateur portable et s'est adossée à la tête de lit. La pièce est restée silencieuse, la ville bourdonnant faiblement au loin comme une mer lointaine. Elle m'a avoué que pendant des semaines, elle s'était sentie seule dans son appartement, même lorsqu'elle n'était pas seule physiquement. Elle a décrit cet endroit comme lui donnant le sentiment d'être vue, mais pas observée. J'ai compris son sentiment. Je lui ai confié que mon appartement était autrefois un espace calme, où je contrôlais chaque aspect. Maintenant, c'est comme un foyer où deux personnes apprennent les habitudes de l'autre. Je préférais la deuxième option, ai-je ajouté. Après un long silence, elle m'a regardé et m'a remercié à nouveau, cette fois avec un sentiment de justesse. Elle tira la couverture sur elle et ferma les yeux. Je restai assis près de la fenêtre jusqu'à ce que sa respiration se calme. En se levant pour partir, elle murmura que la chaise grinçait et que je devrais alors la replacer. J'acceptai d'en prendre note. Elle sourit, les yeux fermés. J'éteignis la lumière et laissai la porte entr'ouverte. Je retournai à mon bureau et fixai l'image sur mon écran. Malgré l'absence de changement, elle semblait avoir changé. L'appartement était peut-être similaire. Même mur, même sol, même fenêtre, mais avec un cœur différent. Le ciel dehors passait du jaune au bleu profond, telle une couverture douillette. Je songeais que les relations ne se manifestent pas par des discours puissants ou des tempêtes soudaines. Elles se matérialisent plutôt par des espaces silencieux et des listes de courses mutuelles, accompagnées de la conviction inébranlable qu'on est plus en sécurité à deux que seul. J'enregistrai mon projet et fermai mon ordinateur. Le couloir était plongé dans l'ombre. De sa chambre émanait une douce somnolence. Je marquai une pause, laissant le son apaiser une turbulence inavouée en moi. Je me retirai ensuite pour la nuit, et pour la première fois depuis longtemps, le silence me parut plus apaisant que vide. Le jour se leva dans une faible lumière qui baignait la ville d'une lueur semi-éveillée. Je préparais du café pour tenter de suivre ma routine, mais la semaine semblait bouleversée avant même d'avoir commencé. Léna occupait sa place habituelle à la table, son appareil photo à proximité, tel un animal de compagnie dévoué. Elle affichait des appartements à l'écran et avait ouvert un autre onglet pour les galeries qui accueillaient les photographes débutants. Elle semblait posée. Pourtant, je discernais le tapotement rythmé de ses pieds sous la chaise. Je plaçai une tasse devant elle. Reconnaissante, elle me mentionna un email à partager quand je serais prête. Elle fit pivoter l'ordinateur portable pour que je puisse lire. Un rédacteur en chef d'un magazine local avait découvert sa série de défilés en ligne grâce à une connaissance commune. Impressionné par son point de vue, il cherchait un assistant indépendant pour un mois ailleurs. Le message était clair et attentionné. Frais pris en charge, petite allocation, un vrai article sur un article local si tout se passait bien. La date de début était dans 2 semaines. Elle garda son calme en m'annonçant que cela pouvait être une opportunité. Une petite, mais une ouverture néanmoins. Je lui ai dit que cela semblait mériter une réflexion approfondie. Elle acquiesça et précisa que le moment n'était pas facile. Elle venait tout juste de reprendre son souffle. L'idée de quitter le confinement de notre appartement lui serrait le cœur. En même temps, l'idée que la peur dicte sa vie la frustrait. Elle disait qu'elle ne voulait pas renoncer à son destin. Je lui ai dit qu'elle n'était pas comme ça. Elle relisa l'email, puis ferma son ordinateur portable et but une longue gorgée de café, comme pour apaiser son agitation. La journée se poursuivit par des tâches ménagères. J'avais esquissé plusieurs concepts pour le logo d'un client. Elle peaufinait une photo du cireur de chaussures près de la station de métro. À midi, nous sommes allés flâner au parc, car l'air frais peut adoucir les décisions les plus difficiles. Un souffle d'herbe fraîchement coupé nous est parvenu d'un endroit proche. Elle a pris quelques photos d'un couple de personnes âgées nourrissant des oiseaux. Sur un banc, nous avons observé un garçon qui essayait d'apprendre à son chien à s'asseoir. Léna a mentionné que si elle acceptait le poste pour le magazine, elle serait absente pendant exactement 4 semaines. Elle avait soigneusement noté ses jours sur son calendrier. Elle reviendrait avant le prochain cycle de location. Elle pourrait encore chercher un logement dans les environs après cela. Elle a reconnu que le calcul était logique. Cependant, ses émotions ne l'étaient pas. À notre retour à l'appartement, elle propose appeler le rédacteur en chef du magazine. Il a décroché et semblait ravi de son appel. Ils ont discuté pendant 15 minutes.
Je n'ai pas compris la conversation, mais j'ai observé son visage. Elle a pris des notes, puis a souri d'une manière qui a illuminé ses yeux. À la fin de l'appel, elle était restée immobile un moment. Elle a dit que l'offre d'emploi était la sienne si elle le souhaitait. Elle devait vérifier dans les 48 heures. Ma voix tremblait sur les dernières phrases. Je lui ai expliqué que la peur accompagne souvent les bons événements. Cela n'a rien arrangé, mais cela a résonné avec sincérité, et parfois, on ne peut que lui offrir quelque chose d'authentique. Dans l'après-midi, Ryan m'a envoyé un message pour me demander comment s'était passé le week-end. Je lui ai révélé que le courant avait vacillé une nuit, et que nous avions mangé des pommes à la lueur des bougies. J'ai aussi ajouté que tout était par ailleurs serein. Il a téléphoné une minute plus tard, préférant les conversations orales qu'aux textos. Je suis allé sur le balcon pour discuter. Il semblait soulagé. Il s'est enquis de l'état de santé de Lena. J'ai confirmé qu'elle était globalement stable. Je lui ai révélé l'offre du magazine. Il a sifflé doucement et a fait remarquer que sa sœur avait toujours eu besoin qu'on la salue comme il se doit. Il m'a demandé mon conseil. Je lui ai répondu que c'était son choix, mais que si elle me demandait mon avis, je lui conseillerais d'accepter le poste. Il a promis de lui faire la même suggestion. Notre appel s'est terminé par une promesse de visite d'ici un jour ou deux. Ce soir-là, Lena était assise par terre, avec une pile de tirages ressemblant à des cartes à jouer. Elle mentionna l'envoi à un éditeur d'une petite collection de travaux récents et me demanda si je pouvais l'aider à les sélectionner. Nous avons examiné les images en silence pendant un moment. Un barista apparut absorbé par son lait chaud, tandis qu'un chien se reposait sous une chaise de café, un œil ouvert. Une femme tressait les cheveux de son enfant près de la fontaine. La lumière dans chaque cadre semblait réconfortante, comme une douce caresse sur l'épaule. Nous en avons choisi 5 et les avons rangés dans un porte-documents. Plus tard, elle s'est levée, s'est étirée et a exprimé le besoin de faire le tour du pâté de maison pour faire de l'exercice. Je lui ai proposé de l'accompagner, ce qu'elle a accepté. Cependant, nous n'avons parcouru que la moitié de la rue lorsque son téléphone s'est mis à vibrer. Avant qu'elle ne le retourne, j'ai vu un nom apparaître sur l'écran. Elle a continué à marcher, mais ses pas ont légèrement changé. Je lui ai demandé si elle pouvait revenir, et elle a répondu qu'elle en avait assez de devoir adapter sa trajectoire à quelqu'un qui n'avait plus son mot à dire. Nous avons repris notre promenade. Au carrefour, une voiture était immobile, les vitres embuées par l'humidité. Elle la contempla un instant de trop. Au feu vert, le véhicule démarra. Nous traversâmes alors de l'autre côté. Arrivée au bâtiment, sa mâchoire crispée se détendit. Elle avoua son aversion pour le monde, qui pouvait ressembler à un puzzle. Je lui répondis que le puzzle diminuait de taille. Le lendemain matin, un problème mineur surgit, mais qui semblait loin d'être négligeable. Le commissariat la contacta pour discuter de son signalement, et lui demanda de revenir plus tard dans la semaine pour une déclaration officielle. Cette nouvelle, en un sens, était positive. Elle signifiait un progrès. Cependant, elle signifiait aussi passer plus de temps à méditer sur des détails douloureux avant de les raconter oralement. Elle fixa le rendez-vous au jeudi après-midi. Puis, en consultant le calendrier, elle remarqua que le magazine exigeait une rapide revue virtuelle d'une de ses séries de photos. 2 sujets cruciaux, le même jour. Elle se massa les tempes et ricana sans humour. Elle a fait remarquer que la vie comportait une part de fantaisie. J'ai mis une casserole d'eau à chauffer pour un thé superflu. Elle s'est installée au comptoir avec sa manière réfléchie et stratégique. Elle a affirmé pouvoir gérer les 2 tâches. Elle préparerait le récit mercredi et planifierait la déclaration de manière à ce qu'elle apparaisse comme une progression graduelle plutôt qu'une chute brutale. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider à répéter le discours du soir. J'ai accepté. Après le dîner, nous avons passé 1 heure à le répéter. Elle a raconté l'histoire du cireur de chaussures. Elle a détaillé ses gestes, comment les gens s'arrêtaient, non seulement pour faire briller leurs chaussures, mais aussi pour une voix rassurante au milieu de leur journée. Elle a parlé distinctement et sans hâte. À la fin, j'ai applaudi subtilement. Elle a dédaigné les applaudissements avec espièglerie, mais j'ai remarqué son soulagement. Mercredi semblait destiné au travail, et il en était ainsi. J'avais une échéance à respecter, tandis que la table de Lena était ornée de notes. Pendant le déjeuner, elle a fait une pause et a contacté sa mère. Elle a eu une conversation brève mais affectueuse.
Sa mère vit dans 2 autres états, exprimant son inquiétude sans prononcer le mot « inquiétude ». Après l'appel, elle m'a confié que sa mère avait pleuré en apprenant l'offre d'emploi, un mélange de joie et de peur. Elle a ajouté que les mères ont le don de reconnaître les changements positifs, même lorsqu'ils suscitent de l'appréhension. Ce sentiment m'a interpellé. Je lui ai suggéré de l'utiliser comme légende pour une photo un jour. Elle a ri. Le lendemain soir, Ryan est venu lui livrer des pâtes depuis son lieu de prédilection. Il s'est enquis de tout. Elle a raconté avec ce ton laconique qui convient pour ne pas se laisser submerger. Il lui a demandé comment il pouvait l'aider. Elle a reconnu qu'il lui avait déjà été utile en l'encourageant à quitter son ancien logement et en lui offrant un refuge sur son canapé lors de sa première recherche de sécurité. Il s'est senti gêné par les compliments et a changé de sujet pour parler de basket-ball. Nous avons discuté pendant 5 minutes d'une affaire commerciale. Lena a exprimé son indifférence envers nous deux, affirmant que certaines discussions sont rassurantes car elles ne se résolvent jamais. Ryan est parti prématurément en raison de son emploi du temps matinal. Il a serré Lena dans ses bras pour l'adieu, ce qui l'a fait rire et lui a demandé de s'arrêter. Le jeudi, frais et propre, s'est levé avec une certaine certitude quant à ses intentions. Nous avons préparé la table pour la réunion virtuelle comme sur une scène, son ordinateur portable surélevé, un verre d'eau à proximité. Une plante s'est rapprochée sans raison apparente. Elle a enfilé un chemisier simple et attaché ses cheveux. À l'arrivée du rédacteur en chef, Lena a affiché un sourire posé qui suggérait qu'elle avait répété. Elle nous a guidés à travers son récit photo et a répondu à quelques questions. Le rédacteur en chef a loué son intuition, mentionnant que le projet concernait les personnes qui soutenaient les petites communautés. Il a noté que ses compétences semblaient taillées sur mesure pour cet objectif. Une fois l'appel terminé, Lena est restée immobile un instant. Plus tard, elle a confirmé que tout s'était bien passé. Nous n'avons pas échangé de high fives de célébration. Nous sommes simplement restés assis là, savourant le souvenir d'une petite victoire. Il restait 1 heure avant notre départ pour la gare. Lena imprima son emploi du temps et le rangea dans un dossier. Elle emporta une bouteille d'eau et un encas en prévision d'une éventuelle longue attente. Nous prîmes le bus en raison des difficultés de stationnement près de la gare. Le bus n'était qu'à moitié plein, avec des étudiants, des infirmières et des personnes se balançant d'un pied sur l'autre, visiblement fatiguées par la journée. Lena resta silencieuse, évitant la conversation. Je n'entamais pas la discussion non plus. Elle me tendait parfois la main, puis la retirais, avant de la tendre à nouveau, et de la serrer dans la mienne. Elle restait là, réconfortante et chaleureuse. Je ne dis rien, les mots inutiles étant superflus. À la gare, elle s'enregistra et nous attendîmes. Les chaises étaient aussi inconfortables que n'importe quelle autre chaise de salle d'attente du pays. Une télévision silencieuse dans un coin diffusait les informations en boucle. Une femme à l'accueil tendit à Lena un porte-bloc avec un formulaire et un stylo. Lena remplit le formulaire sans hésiter. À l'appel de son nom, elle me regarda et me demanda si je voulais bien l'accompagner. Elle m'a indiqué qu'elle se débrouillerait si je restais là. Préférer en révéler une partie immédiatement était son choix. J'ai reconnu ma compréhension. Elle a redressé sa tenue, puis a accompagné l'agent dans le couloir. Le temps semblait s'éterniser tandis que j'attendais simplement, souhaitant que la personne que j'aimais puisse affronter une situation difficile sans être seule. J'observais des gens entrer et sortir. Un homme murmurait un désaccord à son reflet fatigué dans la glace. Un jeune prenait de l'eau au distributeur pour sa grand-mère. Ils se tenirent la main, fixant intensément le même carrelage pendant un long moment. Au retour de Lena, ses yeux étaient injectés de sang, mais sa posture semblait plus droite. Elle était restée à côté de moi, sans parler pendant un moment. Finalement, elle admit avoir dit la vérité, et que le morceau avait atterri à un endroit où il était facile de le manipuler. Elle exprimait un sentiment à la fois de vide et d'apesanteur. Je lui ai de nouveau couvert la main, et elle n'a pas résisté. Sur le trajet en bus, elle posa sa tête sur mon épaule, et ferma les yeux. Je cochais mentalement chaque étape comme une liste de contrôle. Arrivée au nôtre, elle se leva, et s'appuya sur moi pour me soutenir. Dehors, elle prit une grande inspiration, levant les yeux vers le petit ciel coincé entre les immeubles. Elle me confia son intention d'accepter l'offre d'emploi. Elle exprima son souhait que le mois à venir soit rempli de photos, de rencontres et de travail plutôt que de peur. J'admirais son courage.
Elle répondit qu'il s'agissait plutôt de résister à l'envie de renoncer à ses jours. Je rétorquai que cela me semblait être de la bravoure. De retour à notre appartement, elle rédigea le courriel d'acceptation. Elle le lut à voix haute avant d'appuyer sur « Envoyer », s'assurant que j'entendais bien son ton à la fois professionnel et personnel. Dès qu'elle l'envoya, elle scruta l'écran, attendant une réponse. Comme elle n'en recevait aucune, elle rit doucement et ferma son ordinateur portable. Se tournant vers moi, elle me dit qu'elle partirait dans 12 jours. Elle souhaitait que ces jours soient ordinaires et épanouissants. Je lui ai suggéré d'être simple et vertueux. Ce soir-là, nous avons préparé la soupe en écoutant la pluie. Nous n'avons pas discuté de bagages ni d'horaires. À la place, nous avons regardé un autre épisode de notre série préférée, rempli de personnages qui trouvent sans peine les mots justes. À la fin de l'épisode, un étrange silence régnait dans la pièce. Elle s'est tournée vers moi et m'a exprimé son incertitude quant aux étapes à venir. Elle voulait dire par là partir, revenir, et éviter de laisser notre lien s'effondrer sous la distance et le temps. Je lui ai assuré que nous ne réglerions pas tout en une seule nuit. Elle a acquiescé et m'a dit comprendre. Elle a cependant insisté sur un point. Elle voulait me faire clairement comprendre qu'elle me faisait confiance. À ces mots, quelque chose en moi a changé. La confiance est un mot modeste, mais elle englobe toute une demeure. Les jours suivants, nous avons commencé nos préparatifs sans les laisser se transformer en un compte à rebours. Elle a dressé la liste du matériel qu'elle souhaitait emporter. Je me suis procuré une caméra de surveillance compacte pour le couloir. Non pas par crainte de problème, mais parce que la tranquillité c'était comme un souffle. Ryan est revenu et s'est efforcé d'éviter un regard suggérant prudence et interrogation sur mes motivations. Je l'ai informé de mon engagement à la protéger pendant son séjour, lui assurant qu'après son départ, je la bombarderai d'anecdotes amusantes après de longues journées. Il a semblé satisfait de cet arrangement. Il l'a chaleureusement embrassée, lui conseillant de capturer l'image invisible. Un dimanche après-midi, Léna et moi nous promenions dans le quartier, nos cafés à la main. Elle m'a montré une fresque que je n'avais pas remarquée auparavant, représentant une chaîne de mains transférant un fil bleu vif. Elle appréciait l'idée que l'affection puisse circuler dans un tel lieu, d'une personne à l'autre, une trace perceptible si l'on y prête attention. Elle a pris une photo de la fresque, puis une de moi. Elle désirait un souvenir immortalisant cette incarnation de nous-mêmes, ni romantique, ni décontracté, mais quelque chose entre les deux, portant plus que ces deux étiquettes. Ce soir-là, elle rassembla une trousse d'entraînement compacte et me demanda si je pouvais l'accompagner pour en examiner le contenu. Nous nous installâmes par terre et elle en sortit chaque objet. Appareil photo, objectif, carte mémoire, pile, un journal, une carte usée, un foulard ayant appartenu à sa mère. Elle m'expliqua que les possessions servent de point d'ancrage lors de déplacements rapides. Après avoir refermé le sac, elle y appuya le menton et confirma que c'était bien le cas. J'approuvai. Elle me fixa un long moment. L'air semblait chargé d'innombrables non-dits. Au lieu de cela, elle tendit la main vers la mienne. Nous restâmes dans cette position tandis que la soupe mijotait sur le feu. Au-dessus, le rire d'un voisin résonna. La ville continuait son bourdonnement ininterrompu. Alors que je me couchais pour la nuit, l'appartement était plongé dans l'obscurité et le silence. Je songeais aux 12 jours suivants, contemplant les aéroports, les routes inconnues, les tâches prometteuses, et l'idée que le départ pourrait rendre le chemin plus clair plutôt que tortueux. Je méditais sur la confiance, un mot aux vastes significations. J'étais dénué d'explications quant à notre identité ou à notre avenir. Ce soir-là, aucune réponse n'était requise. La question pouvait s'attarder au chevet du patient, attendant patiemment. Demain, nous serions accueillis par le café, les emails, une promenade et peut-être une image extraordinaire du quotidien. Pour l'instant, il y avait la symphonie de la pluie contre la vitre, et la conscience que souvent, le moment crucial n'est pas une collision. Parfois, c'est une main rassurante sur la porte et une décision silencieuse de partir. L'approche progressive du départ de Délina était marquée moins par les calendriers muraux que par les activités partagées. Nous maintenions nos journées avec constance, comme si en minimisant les changements, nous pouvions les prolonger indéfiniment. Je passais les matinées à travailler, elle gérait ses photos, et les soirées nous amenaient à nous attarder à table après le dîner. Un soir, elle me demanda de l'aider à choisir ses tenues pour son voyage. Sa demande était simple,
mais on aurait dit une foi enfouie dans des paroles banales. Nous avons disposé ses vêtements sur le lit, discutant de ce qui était pratique et de ce qui donnerait le meilleur effet. Elle chérissait un manteau vert et, malgré son encombrement, elle décida de l'emporter, car il s'harmonisait parfaitement avec les rues d'automne. Certaines choses ne sont pas emportées par nécessité, mais parce qu'elles sont indissociables. En milieu de semaine, Ryan est revenu. Il affichait une attitude surprotectrice. Il lui a conseillé à plusieurs reprises de verrouiller les portes de l'hôtel, de vérifier le matériel et de le contacter si quelque chose semblait anormal. Lena est restée silencieuse, réprimant l'envie de lui rappeler sa maturité. À son départ, elle s'est affalée sur le canapé et a poussé un profond soupir. Elle a exprimé qu'il était à la fois attachant et épuisant d'être constamment la préoccupation de quelqu'un. Je lui ai dit que l'on s'inquiète de ce qu'on ne peut imaginer perdre. 2 jours plus tard, la caméra de sécurité que j'avais achetée arrivait. Son installation avait pris moins d'1 heure, mais la lentille noire compacte près de l'entrée avait changé la donne. Lena sourit en la voyant. Elle remarqua que cela lui donnait l'impression que les murs pouvaient honorer leurs promesses. Ce soir-là, pour la première fois depuis qu'elle habitait ici, elle laissa son téléphone dans la cuisine en se couchant. À mesure que le voyage approchait, j'ai observé qu'elle commençait à immortaliser notre pâté de maison, comme si elle essayait d'en graver l'image dans sa mémoire. Elle prit une photo de l'auvent de l'épicerie, du lampadaire tordu près du coin, et de la lumière qui éclairait les boîtes aux lettres du hall en fin d'après-midi. Elle exprima son amour pour la conservation des souvenirs de cet endroit. Le samedi précédant son départ, nous avons choisi de passer toute la journée dehors. Nous avons pris le train, pour un quartier qu'elle n'avait jamais visité auparavant, caractérisé par de vieux bâtiments en briques et une place du marché qui descendait en cascade sur la rue principale. Elle a photographié un homme vendant du miel maison, une jeune fille parée comme un papillon, un boulanger sculptant de la pâte devant une fenêtre. Nous avons fait une pause café dans un modeste café aux chaises disparates. Lena m'a confié que, dans sa jeunesse, elle percevait la maturité comme détenant toutes les solutions. Aujourd'hui, elle la considérait comme la maîtrise de l'art de coexister avec les incertitudes de la vie. Pendant notre voyage de retour, elle était pensive. Je lui ai demandé si elle était lasse. Elle a confirmé. Mais c'était plus que ça. Elle a admis qu'elle se demandait ce que cela ferait de revenir ici après une absence. Je lui ai assuré que l'appartement et moi resterions. Et elle m'a longuement regardé avant d'acquiescer. 2 jours avant son vol, elle a eu sa dernière conversation avec le rédacteur en chef du magazine pour vérifier les modalités de son voyage. Elle a tenu cet appel dans sa chambre, porte entr'ouverte, d'une voix posée et professionnelle. Après avoir raccroché, elle s'est dirigée vers la cuisine où je préparais des légumes et s'est appuyée contre le comptoir. Elle m'a avoué que cela lui semblait authentique maintenant, ni effrayant ni palpitant, juste réel. Je l'ai rassurée sur le fait que cela signifiait une disponibilité. Ce soir-là, après le dîner, elle a sorti son ordinateur portable pour dévoiler une série de photos non partagées de son récent passage dans l'agence de marketing. Elle capturait des instants fugaces au milieu de ses tâches. Un collègue ricanant pendant le déjeuner. La pluie qui marquait les vitres lors de réunions tardives. Un concierge nettoyant sous une lumière tamisée. Elle a admis avoir pris ces photos discrètement, pour se remémorer la beauté d'un lieu qui la sapait. Je les ai loués pour leur travail exceptionnel. Elle s'est demandé si l'appareil photo ne lui servait pas d'échappatoire avant de réaliser qu'elle partait. À l'approche de son départ, nous avons veillé plus tard que d'habitude. Ses sacs étaient stratégiquement disposés contre le mur. Nous nous sommes assis sur le canapé avec des tasses de thé, l'appartement baigné par la lumière de la lampe d'angle. Elle a exprimé 2 appréhensions. D'abord, la peur d'échouer à l'arrivée. Ensuite, l'inquiétude de trouver quelque chose de nouveau et de significatif là où elle allait. 2. Elle arriverait et réussirait, tout en ressentant un vide. Je lui ai expliqué qu'aucune de ces peurs n'était aussi intimidante qu'elle le paraissait alors, suggérant que le vide refait souvent surface lorsqu'on s'éloigne de sa zone de confort. Après qu'elle se soit couchée, je suis resté dans le salon, écoutant les bruits de la ville par la fenêtre, contemplant son étrangeté sans sa présence. Le silence refait surface, mais il ne résonne pas avec ma tranquillité familière. Le matin de son départ, nous nous sommes réveillés prématurément,
Elle préparait le café pendant que je vérifiais ses informations de vol. Ryan a exprimé son intention de nous rejoindre à l'aéroport. Le trajet a été ponctué de bavardages informels et de moments de silence. À l'arrivée au terminal, Ryan l'a salué en premier, suivi de moi. Il m'a conseillé de prendre soin de moi pendant son absence. Lena a souri à ces mots. J'ai été embrassé en dernier, mais pas pour une durée qui aurait pu gêner son frère. Après avoir promis d'envoyer un SMS à l'atterrissage, elle passa la sécurité et disparut dans la foule. Le trajet du retour avec Ryan se fit en silence. En arrivant à mon immeuble, il me dit que c'était agréable qu'elle ait été là avec moi. J'approuvais. En entrant dans l'appartement, il me parut à la fois vaste et exigu. Sa tasse de café était restée près du lavabo. Une couverture pliée sur le canapé gardait l'empreinte de sa place habituelle. Les premiers jours sans elle furent étranges. Je me surpris à jeter un coup d'œil vers la porte en entendant des pas dans le couloir, anticipant son arrivée. Nous échangions des messages 1 ou 2 fois par jour. Elle me parlait de sa nouvelle ville. Un artiste de rue, jouant dans le froid, la lumière du jour perçant à travers la verrière de la gare, un chat dormant dans la vitrine d'une librairie, un coin douillet. Elle me parla de son travail exigeant, mais gratifiant. Cuisiner dans une vraie cuisine lui manquait. Au bout d'une semaine, elle m'appelait tard le soir. Elle paraissait lasse, une lassitude qui la transperçait jusqu'à la moelle. Elle affirmait que le projet avançait sans problème, mais qu'elle avait connu une journée sans succès. Une météo défavorable avait perturbé un tournage en extérieur. La batterie de son appareil photo s'était épuisée au mauvais moment. Et la personne qu'elle souhaitait interviewer ne donnait que des réponses monosyllabiques. Je lui ai assuré que ce n'était qu'un de ces jours, qu'il dure rarement. Elle a ri et a admis que mon évaluation semblait plausible, tout en exprimant le souhait d'une amélioration imminente. Nous avons trouvé des moyens modestes de rester en contact. Elle m'a envoyé une photo d'un panneau de rue, portant mon nom de famille. Je lui ai transmis une photo des pâtes que j'avais préparées, qu'elle jugeait dangereusement comestibles. Elle m'a parlé d'un café qu'elle avait découvert et dont le propriétaire connaissait chaque client par son nom. Je lui ai raconté des anecdotes sur le voisin du dessus qui apprenait la trompette et dont les premières mélodies ressemblaient à une charnière de porte qui cédait. Dès la 3e semaine, sa voix au téléphone semblait moins pesante. Elle m'a informé de sa capacité à apprendre les itinéraires de bus sans consulter une carte. Elle m'a confié que l'éditeur avait assigné des tâches supplémentaires au projet et qu'elle envisageait un éventuel retour compte tenu de ses implications. Elle a exprimé le souhait de faire plus que simplement reprendre sa vie d'avant. Elle souhaitait progresser, même ici. La veille de son arrivée, elle m'a téléphoné en marchant vers son hôtel, le bruit du vent audible de son côté, mais sa voix était chaleureuse. Elle a dit être prête à rentrer chez elle. J'ai confirmé ce sentiment. Lors de notre rencontre à l'aéroport le lendemain après-midi, elle m'a reconnu avant que je ne la remarque. Son sac photo sur l'épaule et une veste verte zippée jusqu'au col, elle paraissait fatiguée mais heureuse. Arrivée à ma hauteur, elle a posé son sac et m'a serré dans ses bras sans hésitation. Elle a mentionné qu'elle avait des anecdotes à partager. Je lui ai dit que je lui avais réservé le meilleur café pour son premier matin de retour. De retour chez elle, elle s'est appuyée contre la fenêtre et a observé la ville défiler. Elle a dit que cela lui semblait à la fois inhabituel et approprié. En arrivant à l'appartement, elle a déposé ses sacs contre le mur et est entrée dans la cuisine comme si elle n'était pas partie. Elle a dit qu'elle avait faim. J'ai suggéré que nous pourrions apaiser cela. Ce soir-là, pendant le dîner, elle a raconté des anecdotes sur les personnes qu'elle avait capturées à travers son objectif, des détails qu'elle souhaitait se remémorer. Elle a affirmé que même dans un environnement inconnu, on peut construire de petits réseaux de confiance. Puis elle m'a regardé et m'a exprimé sa gratitude d'être revenue dans cet endroit particulier. J'ai compris alors que, quoi que nos jours suivants nous réservent, il ne redeviendrait pas comme avant depuis son arrivée. Et je savais que je ne le souhaitais pas. Le lendemain du retour de Lena, l'appartement m'a semblé avoir changé d'une manière difficile à définir. Ce n'était pas seulement sa présence qui revenait, c'était la façon dont son essence semblait occuper tous les espaces vacants que j'avais cessé d'observer pendant son absence. Je me suis réveillé au son de ses déplacements dans la cuisine, sa voix fredonnant doucement une mélodie que je ne pouvais identifier. En entrant, on aurait dit qu'elle n'avait pas abandonné sa routine habituelle de préparation du café. Cheveux attachés en arrière et veste verte posée sur une chaise.
Elle m'accueillit avec un sourire, suggérant que nous sortions toutes deux d'un long rêve. Nous prîmes place à table, la vapeur s'échappant de nos tasses. Elle me raconta son voyage, les clichés réussis, les décevants, et les personnes qui l'avaient marqué. Un cordonnier était parmi eux, insistant pour qu'elle accepte un porte-clés miniature en cuir de sa fabrication. Une dame âgée l'invita à prendre le thé après avoir immortalisé ses jardinières. Elle me révéla qu'elle avait rempli 3 cartes mémoire et trimballé un carnet partout, de l'épicerie au coin des rues. Tandis qu'elle parlait, je compris qu'elle revenait non seulement avec des anecdotes, mais aussi avec un calme retrouvé, que je n'avais pas remarqué avant son départ. Après le petit déjeuner, elle assimila lentement ses affaires tandis que je m'occupais de mes tâches. Cependant, déballer ses affaires ressemblait davantage à une réintroduction tranquille de ses affaires dans l'appartement. Un foulard ornait le dossier du canapé. Le chargeur de son appareil photo était branché sur la prise près de la fenêtre. Un petit pot de miel d'un marché exploré occupait maintenant une place sur l'étagère de la cuisine. Cet endroit semblait aussi bien la rappeler qu'elle que moi. Ryan était passé dans l'après-midi, entrant sans frapper, serrant sa sœur dans ses bras, l'inspectant à la recherche de blessures invisibles. Elle haussa les épaules, affirmant qu'elle allait bien, mais je voyais bien qu'elle était émue. Il me demanda comment fonctionnait l'endroit en son absence, et je lui répondis que c'était plus calme, mais pas mieux. Il rit doucement, et dit qu'il s'attendait à la même chose. Nous passâmes l'après-midi à table, à savourer les biscuits qu'il apportait. Et pendant un bref instant, nous eûmes l'impression de faire cela depuis une éternité. Lorsque Ryan partit, Lena et moi rangeâmes la cuisine ensemble. Elle me demanda comment j'avais travaillé pendant son séjour. Je lui expliquai que mon travail avait été régulier, mais un peu monotone. Elle se demanda si cela signifiait qu'elle me manquait, ce que je lui affirmais. Elle souriait tout en gardant un regard pensif, suggérant qu'elle réfléchissait. Les jours suivants, nous avons établi un nouveau rythme, différent de nos phases d'avant et d'après le départ. Ce nouveau rythme permettait de partager les deux sans perdre l'intérêt. Le matin, elle s'occupait à retoucher ses photos de voyage, sollicitant parfois mes réflexions sur le cadrage ou la légende d'une image. J'appréciais ses invitations, non pas parce qu'elle recherchait ma validation, mais parce qu'elle témoignait de ma confiance en mon jugement artistique. L'après-midi, nous étions occupés à effectuer de petites tâches ensemble ou à flâner dans le quartier, son appareil photo à la main. Elle capturait constamment des scènes ordinaires, mais je remarquais maintenant un intérêt croissant pour la photographie humaine, me prenant même parfois en photo de manière inattendue. En réponse à mes questions sur ce changement, elle m'expliqua que c'était la même motivation qui la poussait à photographier une tasse de thé défectueuse ou une tache sur un mur. Il faisait partie intégrante du récit. Un soir, une semaine après son retour, nous nous sommes retrouvés sur le canapé à feuilleter sa collection. Elle s'est arrêtée sur une image qu'elle avait prise la veille de son départ pour son travail dans un magazine. C'était moi à mon bureau, absorbé par un croquis, la lumière du soleil projetant des ombres sur mon épaule. Je n'avais pas réalisé qu'elle avait photographié ce moment. Elle m'a confié qu'elle l'avait emporté avec elle tout au long de son mois d'absence. Cela lui rappelait un lieu où elle pourrait se retrouver, au-delà des simples murs et du mobilier. Interloqué par sa déclaration, je suis resté silencieux, la lourdeur de ses paroles persistant entre nous. Le lendemain, elle m'a annoncé un rendez-vous avec un galeriste local impatient de voir ses œuvres. Elle m'a demandé si je souhaitais l'accompagner. Je l'ai accompagnée, me tenant à l'écart, tandis qu'elle disposait ses tirages sur une longue table. Le galeriste a scruté chaque œuvre avec minutie, s'interrogeant sur les lieux et les moments qui les avaient inspirés. Après la réunion, la galeriste a exprimé son intention d'intégrer quelques photographies de Lena à une exposition collective imminente. Elle m'a exprimé sa gratitude et j'ai remarqué que ses yeux brillaient d'excitation. Sur le chemin du retour, elle m'a confié avoir eu l'impression d'avoir essayé de forcer une porte verrouillée pendant des années, mais que maintenant, à peine, elle commençait à céder. Ce soir-là, nous avons préparé le dîner ensemble. Elle a opté pour une sauce pour pâte maison, insistant sur l'importance du basilic frais du petit pot près de la fenêtre. Pendant le dîner, elle a évoqué d'autres projets en freelance, voire des voyages dans les mois suivants, si une opportunité intéressante se présentait. J'ai approuvé ces projets. Elle m'a scruté attentivement, comme pour confirmer ma sincérité. Mes sentiments étaient insincères. Je souhaitais qu'elle ait,
suffisamment d'espace pour s'épanouir, même si une partie de moi craignait qu'une telle liberté ne signifie pas qu'elle soit toujours présente. Quelques jours plus tard, Ryan nous a invités à dîner chez lui. Au milieu du dîner, préparé comme du poulet grillé et des légumes, il exprima sa joie de voir sa sœur redevenir elle-même. Léna partagea ce sentiment. Un silence s'échangea entre Ryan et moi, témoignant de sa reconnaissance pour mon soutien dans les moments difficiles, même si je ne l'exprimais pas verbalement. En quittant l'appartement de Ryan, la fraîcheur nocturne était palpable. Nous marchâmes silencieusement pendant quelques pâtés de maison jusqu'à l'appartement. En entrant, Léna posa son appareil photo sur le comptoir et me fit face. Elle mentionna qu'elle avait réfléchi à quelque chose chez son frère. Elle me confia qu'elle n'était pas encore prête à déménager. Elle préférait conserver l'appartement tel qu'il était, avec nous deux. Elle trouvait cela approprié, et je lui demandai si elle en était certaine. Elle m'assura qu'elle était ferme dans sa décision. Je n'avais pas anticipé les émotions que j'allais ressentir à ce moment-là, mais je ne ressentais que du contentement. J'ai confirmé que cela fonctionnait aussi pour moi, provoquant son doux sourire. Le lendemain, nous avons progressivement transféré certaines de ses affaires dans la chambre d'Amy, non pas pour diviser nos espaces, mais pour lui offrir plus d'espace dans la maison. Elle a installé un petit bureau près de la fenêtre pour la retouche photo et j'ai fait de la place sur une étagère pour les livres. C'était comme une forme de dévouement paisible, ni précipité ni dramatique, mais constant. La vie ne s'est pas transformée en quelque chose d'extraordinaire du jour au lendemain. Nous avons continué à nous disputer à propos d'achats de lait oubliés, et parfois nous avons travaillé dans des pièces séparées sans beaucoup discuter. Mais il y avait du réconfort, à savoir qu'après ces journées, nous finirions toutes les deux sur le canapé, sous une couverture commune, à regarder quelque chose qui nous intéresse. Quelques semaines plus tard, l'exposition collective de Léna a débuté à la galerie. L'espace était compact mais chaleureux, orné de murs blancs et d'une lumière tamisée. Les photos de Léna étaient soigneusement disposées, chacune portant son nom. J'observais les gens s'arrêter pour contempler, certains se penchant pour scruter les détails, d'autres gardant leur distance pour profiter de la vue d'ensemble. Léna se frayait un chemin à travers la foule avec aisance, imprégnée d'un sentiment d'appartenance. Apercevant mon regard de l'autre côté de la pièce, elle me rendit un sourire mémorable, suffisamment mémorable pour de futurs souvenirs. Ce soir-là, après la représentation, nous sommes rentrés chez nous par des rues tranquilles. Elle tenait dans ses bras un bouquet compact qu'on lui avait offert, tandis que je portais l'œuvre encadrée que le galeriste lui avait offerte en guise de remerciement. Elle considérait cela comme l'une des plus belles soirées de sa vie. Je lui assurai que ce n'était que le début. De retour à l'appartement, nous avons posé l'œuvre encadrée sur une étagère au-dessus du canapé. L'espace d'un instant, elle resta là à l'admirer, puis se tourna vers moi. Elle exprima sa gratitude pour l'appel de mon frère ce jour-là, lorsqu'elle avait demandé à être hébergée. Elle avoua qu'elle ne saurait pas où elle se trouvait actuellement s'il ne l'avait pas fait. J'étais d'accord, mais pas seulement pour les avantages qu'elle en tirait. Je me réjouissais de son impact. Les jours passaient, la vie continuait son cours. Elle obtint une autre petite mission, je terminai un important projet de design, et l'automne laissa place à l'hiver. Pourtant, un changement se produisait désormais. Le sentiment que quoi que l'avenir nous réserve, nous le rencontrerions côte à côte. Et lorsque je la contemplais par-dessus la table le matin, une tasse de café à la main, l'idée qui avait surgi le soir de son arrivée refit surface. Depuis son emménagement, rien n'avait changé, et je ne voulais pas que cela perdure.